ravie de vous retrouver pour une nouvelle chronique Archi Design. Je suis en compagnie de Jérôme ce soir. Bonjour Jérôme. Bonjour Chloé. Ça va? Ravi de te retrouver. Très heureux d'être de repartager cette chronique déco ensemble. Déco ensemble, et on va reparler d'un sujet qui nous est cher. On va reparler d'un sujet qui nous est très cher et qui est le Bauhaus. Le Bauhaus, le retour. Voilà, et cette fois-ci, on va un petit peu plus aller à l'intérieur. Parce qu'on a fait les bâtiments, on a fait la ville de Tel Aviv, on a fait le mouvement. Et en fait, là, j'avais envie de partager avec vous le côté aménagement intérieur et décoration. Et rentrer un petit peu dans la partie du Bauhaus qui est plus relative au mobilier et aux éléments, aux accessoires de décoration. Et comment recréer un intérieur Bauhaus chez soi. Avec des petits conseils, des petites astuces. Et voilà, montrer un petit peu le mobilier, voir un peu l'esprit et quelles sont les règles à respecter pour recréer un intérieur chez soi. Donc Bauhaus, on se replonge quoi, 100 ans en arrière? 1920 et des brouettes. Donc une centaine d'années. Voilà. École du Bauhaus en Allemagne. Bauhaus en Allemagne. Exactement, donc c'est une école qui est à la fois sur l'architecture, le design, la peinture, la sculpture, la photographie, le textile. Et en fait, c'est une école donc pluridisciplinaire qui va être à l'origine d'un mouvement moderne qui va privilégier la fonctionnalité et l'esthétisme et moins mettre l'accent sur tout ce qui est fioriture, ornement et décoration, on va dire gratuite. Okay. Alors, qu'est-ce qui reste de l'art dans tout ça, tu vas me dire? Eh bien, il reste l'essentiel. Et c'est en fait pour ça que le style Bauhaus a ce côté vraiment intemporel et qui va dans tous les intérieurs et qui peut même, des fois, parfois se mixer avec d'autres styles. On ne va pas rentrer là-dedans, mais on va vraiment là expliquer un petit peu ce que c'est que le style Bauhaus. Et grande découverte pour moi, parce que moi, c'est vrai que je connais plus la partie architecture, notamment à Tel Aviv. Voilà, ça reprend les mêmes codes. Les mêmes codes, okay. Exactement. Et là, on va rentrer à l'intérieur pour découvrir un autre univers. Exactement, donc c'est vraiment un univers qui est réduit à sa simplicité, avec vraiment une simplicité fonctionnelle, sobre, avec des matériaux en général assez bruts et assez modernes. Et vraiment qui est un petit peu qui est quand même à la portée de tous en fait. Voilà. Allez. Donc premier conseil. On est parti. Premier conseil, on est parti. Choisir des pièces de mobilier emblématiques. Alors les pièces de mobilier emblématiques, ce sont des pièces de mobilier qui vont être designées, alors bien évidemment par des enseignants ou des élèves issus de l'école Bauhaus, de manière générale. Alors, on verra un peu plus tard qu'il y a aussi des éléments de mobilier ou de design qui ont été créés suivant les mêmes règles par des personnes qui ne sont pas issues du Bauhaus, mais qui respectent exactement les mêmes codes. Alors, soit dans la période vraiment parallèle, mais ailleurs dans le monde, soit une période un peu plus lointaine. Mais voilà, on va dire les designers un petit peu phares et cultes du Bauhaus, ça va être, par exemple, Mies van der Rohe avec son fauteuil barcelonois. Donc là, on peut le voir en une version cuir blanche et pieds chromés. Donc la Barcelona Chair, en fait, elle a été créée et designée donc, par Ludwig Mies van der Rohe, qui a été enseignant puis directeur de l'école de Bauhaus, en 1929 pour le pavillon. Pour le pavillon allemand de l'Expo universelle de 1929 à Barcelone, et c'est pour ça qu'il s'appelle le Barcelona Chair. Donc on a un fauteuil, on a aussi un pouf, et donc en fait on voit vraiment la simplicité du fauteuil, donc une assise vraiment très simple, deux matériaux, le cuir et le chrome, un pied en ciseaux qui est vraiment tout simple et qui apporte une légèreté à l'ensemble qui est juste parfaite. Et le confort est là, c'est-à-dire que l'inclinaison du dossier par rapport à l'assise, la hauteur de l'assise, tout ça a été tellement bien réfléchi que quand on s'assoit, on a un confort qui est exceptionnel. Okay. Donc on a vraiment à la fois la fonctionnalité du fauteuil qui est là, on a l'intelligence du design qui va amener le confort nécessaire à l'objet même, à l'utilisation même de l'objet, parce qu'il ne faut pas s'asseoir sur un truc bancal.
et en même temps une esthétique vraiment pure, avec des lignes simples, et donc une intemporalité. Mais alors là, le Barcelona qu'on voit là, Oui. il n'a pas été créé il y a 90 ans. Ça, 1929. Oui, mais ce modèle-là, par exemple, c'est une réédition, Alors, celui qui est sur la photo, je ne sais pas si c'est un original ou pas. Ceci dit, la photo est prise dans le pavillon allemand qui est à Barcelone, qui est encore en place. Donc, il y a souvent des expositions dans ce pavillon allemand, qui est d'ailleurs magnifique et je vous invite à aller le visiter. Donc là, ils ont remis en place le mobilier qu'il y avait à l'époque. Donc, est-ce que ce sont les originaux ? Je pense que oui, puisque bien sûr, il y a des rééditions officielles du mobilier. Il y a il y a plein de faux en vente, en neuf ou en occasion. Donc voilà, mais en général, les modèles sont signés et estampillés. Et donc, au final, ça, c'est sûrement des originaux d'époque pour se remettre un petit peu dans le contexte. Donc après, forcément, on a des versions qui ont été dérivées, mais toujours de manière officielle avec l'éditeur officiel. Donc ça, par exemple, c'est le daybed. Donc le daybed, c'est un lit de jour. Donc en fait, c'est un truc un peu de la Grèce antique. Là, on s'affale un peu comme ça sur le côté, et qui est dérivé donc de la collection Barcelona Cher. Donc là, on a une version en cuir marron. Et donc on voit qu'on peut très bien créer un ensemble tout à fait harmonieux avec, là on a 2 fauteuils, on a le pouf, on a le daybed, et donc on a une composition là tout à fait dans le style Bauhaus, très épuré, beaucoup de lumière naturelle, très simple, et en même temps complètement intemporel. On ne sait pas quand est-ce que la photo aurait pu être prise dans les années 20 en couleur, donc ça n'existait pas, mais ça aurait pu être pris hier, ça aurait été pareil. Et donc c'est ça aussi qui est un petit peu intéressant avec le Bauhaus. Donc là, pour information, c'est la Glass House de Philip Johnson, qui est un petit peu un projet voilà, un peu emblématique aux États-Unis. Et donc, cette maison est magnifique, et le mobilier est parfaitement choisi dans un esprit Bauhaus. On est vraiment sur de la simplicité. Alors on a aussi un autre designer vraiment majeur du Bauhaus, et qui est en fait, on connaît tous cette chaise. Oui, c'est-à-dire c'est la chaise de cuisine qu'on a tous vue. Voilà, en plus là, le canage, ça revient hyper tendance, donc c'est vraiment, on est en plein dedans. Et ça, c'est Marcel Brauer. Et Marcel Brauer, c'est pareil, ça a été une autre grande figure de l'école du Bauhaus. Et donc voilà, donc ça, c'est sa chaise. Voilà, donc on a la chaise B32 qui peut se marier. Donc on l'a en noir, on l'a en bois. Elle existe aussi en cuir. Donc on a vraiment, mais bon, le canage, c'est vraiment la version officielle, avec toujours cette structure en chrome, en acier tubulaire. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, on a des matériaux qui sont assez simples, modernes, bien sûr, pour l'époque, mais des matériaux très simples, du bois, de l'acier tubulaire. Mais voilà, c'est des techniques qui sont un petit peu modernes à l'époque, donc de l'acier qui est tordu, qui est moulé, une alliance de matériaux aussi qui marie le bois avec l'acier. Et tout ça, c'est très Bauhaus, c'est aussi dans l'esprit d'industrialisation aussi un petit peu de la production de mobilier qui doit être accessible à tous, parce que c'est ça aussi le concept, c'est que chacun peut acheter cette chaise pour chez lui, et c'est pas un objet de luxe, c'est un objet d'utilisation quotidienne qui répond à un besoin et qui doit être vraiment accessible. Exactement. Ouais. Et donc en fait, ça se marie avec tout, à la fois avec une ambiance très moderne, à la fois avec une ambiance, voilà, un peu comme sur la photo, très colorée, ou alors un petit peu plus champêtre. C'est amusant. Vraiment, tout le monde l'a vu, on se dit que ça a 100 ans ou presque 100 ans, et ça n'a pas vieilli du tout. Non, ça ne vieillit pas. Voilà, là, sur une autre proposition, avec une table en bois, un peu fleurie, un peu bobo. Vraiment, on peut la mettre avec tout, ça ne vieillit pas, c'est juste parfait, quoi. On a une autre chaise de Marcel Brauer, un fauteuil, pardon, c'est pas une chaise, tout à fait emblématique aussi, c'est la chaise Vassili. En fait, c'est la chaise B3 de 1925. En fait, elle s'appelle Vassili parce que le peintre Vassili, qui faisait partie du Bauhaus, adorait cette chaise. Et quand elle a été rééditée
par l'éditeur italien, je crois. Elle a été nommée Vassili parce qu'il avait écouté cette histoire que Vassili aimait beaucoup les lignes de la chaise. Et donc, au final, voilà, c'est ça qui a fait. Donc, c'est pareil, encore, structure acier tubulaire chromée, deux matériaux, du cuir, de l'acier tubulaire. Les lignes sont juste parfaites. L'inclinaison du fauteuil, elle est juste incroyable. Quand on s'assoit dessus, il y a un confort qui est parfait avec une tension du cuir qui est juste ce qu'il faut, un peu plus lâche au niveau des accoudoirs pour avoir une souplesse au niveau des bras. C'est une chaise qui est hyper légère, qui est très facile à monter et à fabriquer et qui ne nécessite pas de complexité majeure. Elle est très légère, donc elle est facile à déplacer dans la maison et tout ça. Et franchement, voilà, et en même temps, sa ligne est hyper moderne, hyper simple. Il n'y a pas de fioritures, mais on a envie de s'asseoir dedans. Alors, c'est amusant parce que c'est la deuxième fauteuil que tu nous montres et tu parles de l'assise, du confort. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne réfléchit pas spontanément. C'est le travail qui est fait en amont pour s'assurer qu'on soit bien dans une chaise. Voilà. Mais ça me fait penser à une étude que j'avais vue concernant de la restauration rapide et qui calculait, en fait, eux faisaient l'inverse. Ça veut dire que quand ils te mettent une chaise dans un restaurant, ils font en sorte qu'au bout de 15-20 minutes, tu aies mal au dos et que tu n'aies qu'une envie, c'est de te lever et de partir. Exactement. Et donc, ça me fait écho miroir avec ce que tu dis parce que effectivement, les chaises hautes dans les bars, c'est fait pour pas que tu restes 3 heures dans le bar. Ouais. Et là, à l'inverse, on a envie on n'a qu'une envie, c'est de se poser dans ce fauteuil. Exactement. Mais c'est en fait toute l'idée du design, c'est de répondre à un besoin. Alors quand c'est répondre aux besoins que les gens se lèvent, ça marche aussi. Même si c'est pas très très sympa. Mais là, en l'occurrence, voilà, c'est répondre au design pour les gens qui veulent s'asseoir. Donc là, on a la même version en blanc. Pareil, là, on peut voir, c'est hyper minimaliste, c'est-à-dire qu'on a une table basse, un fauteuil, beaucoup de lumière naturelle, donc tout ça est hyper dans l'esprit Bauhaus. Donc vraiment utiliser, alors c'est pour ça qu'on n'est pas obligé d'avoir que des pièces Bauhaus dans son intérieur, on peut avoir quelques pièces vraiment spécifiques. Donc là, on a vu tout à l'heure, elle était marron, là, elle existe en cuir blanc, on l'a effectivement par exemple en cuir noir, et donc on peut... suivant les matériaux, les couleurs et ce qu'on aime et comment on a aménagé son chez-soi, trouver des pièces vraiment qui se marient avec tout. Et donc, voilà, donc ça, par exemple, c'est des pièces vraiment iconiques. On va en voir d'autres créateurs plus loin. Et toutes ces photos-là, et ce que je disais, c'est donc un deuxième conseil, c'est avoir une déco épurée. Avoir une déco épurée, c'est hyper important dans l'esprit Bauhaus, puisqu'on est sur de l'essentialisme. Donc, pas de fioritures, pas d'objets qui servent à rien, superflus, etc. Donc, chaque objet de décoration et d'aménagement doit avoir une fonction, doit avoir un but, et il doit bien sûr être esthétique, et il doit être arrangé, et son emplacement doit être réfléchi de manière esthétique, mais il doit avoir une fonction. Et ça, c'est hyper important. Et donc, l'aménagement aussi des canapés, des fauteuils, des objets et tout ça, doit être assez bien carré, assez bien ordonnancé. Et on n'est pas dans du freestyle. C'est pas, voilà, il n'y a pas la profusion. Donc, on est vraiment sur une décoration épurée. Alors, on peut avoir, par exemple, comme sur cette photo, on peut avoir une cheminée, par exemple, classique, mais qu'on va venir travailler sur voilà, un esprit monochrome ou quelque chose comme ça, et qui va amener vraiment le tout petit peu de fioriture qui va faire que ça passe. Mais c'est l'accumulation de choses qui n'est pas du tout dans l'esprit Bauhaus. Donc, si on veut être dans l'esprit Bauhaus, une déco épurée. J'ai une question. Où est-ce qu'on pouvait trouver dans les années 20 et 30 ce type d'intérieur? À Tel Aviv, il y avait vraiment ces meubles Alors, en fait, au départ le mouvement moderne du Bauhaus n'a pas connu forcément un attrait du public qui a été vraiment important. En fait, il est devenu culte un peu par la suite parce que, je ne sais pas, peut-être que les gens se sont rendus compte que finalement, il n'y avait peut-être pas besoin de toutes ces ornementations et qu'on avait besoin peut-être d'un retour à l'essentiel et aussi ce côté, mine de rien, accessible à tous, sachant que la décoration à l'époque, alors si on prend les styles Louis XVI, Louis XV, on a des ornementations, des fioritures, des dorures, des machins, etc. Donc tout ça, c'est de la profusion, c'est du plus. Et en fait,
c'était la caractéristique du luxe à l'époque. Voilà, le fait d'en avoir plein, et ben, ça coûtait plus cher. Et si tu n'avais pas les moyens, et ben, du coup, c'est que tu n'étais pas riche. Et si tu n'es pas riche, ben, tu ne vaux pas grand-chose. Alors que le mouvement moderne, l'école Bauhaus ou comme Le Corbusier, donc là par exemple sur la photo qu'on voit là, c'est des meubles de Le Corbusier de la série LC, donc LC Le Corbusier, bien qu'il n'ait pas été seul à faire ces meubles. En fait, on a cette volonté de rationaliser la production de mobilier et donc d'avoir des coûts qui soient plus faibles et de démocratiser, effectivement, de démocratiser l'aménagement intérieur et de faire en sorte que tout un chacun puisse avoir un intérieur confortable avec des meubles étudiés pour être confortables et pour répondre aux besoins de ce nouveau style de vie. Voilà, donc peut-être que le Bauhaus et le Corbusier et tout ça étaient un petit peu en avance sur leur temps, mais c'est vrai que ça a pris son essor vraiment dans les années 50, 60, où là, il y a eu un regain d'intérêt pour tout ce mouvement-là, et où là, tous ces meubles-là ont pris effectivement leur importance. Donc là, on voit sur cette photo, par exemple, donc comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec les fauteuils Barcelona, où on a effectivement un ordonnancement voilà, très carré. Alors, on pourrait rajouter un tapis ou quoi. Bon, là, on a 2 fauteuils. Donc ça, c'est la série LC, qui est aujourd'hui produite par Cassina. En fait, toute la série LC a été produite à la fois, enfin, a été designée par Le Corbusier, par Perriand, Charlotte Perriand, et Jeanne Rey, qui était le cousin de Le Corbusier. Et en fait, donc c'est une série, pareil, acier tubulaire. Alors attention, Le Corbusier ne fait pas partie du Bauhaus. Donc Le Corbusier, il n'est pas dans l'école Bauhaus, mais c'est exactement le même concept, la même philosophie. Donc Le Corbusier, lui, a fait encore plus d'études théoriques sur notamment le modulor, etc. On en avait parlé lors d'une précédente émission, donc avec cette recherche de proportionnalité et de dimension aussi du corps humain et de comment le corps humain voilà, est debout, assis, etc. Et donc tout ça les a amenés à créer plusieurs mobiliers, mais notamment cette ligne LC. On retrouve aussi des tables, tables basses. Tout ce que tu nous montres qui ont été créés dans les années 20, 30, 40. 1928, pour la LC2. Qui ont été réédités et on peut les trouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on les trouve. Alors aujourd'hui, on trouve à la fois des meubles originaux. J'ai envie de dire vintage, donc vraiment datés des années. Datés, signés. Datés, signés, etc. Et pas à des prix démocratiques. Et là, du coup, vachement moins démocratique. Et il y a aussi des rééditions, alors qui sont moins démocratiques qu'aujourd'hui que ce que c'était à l'époque, on est d'accord, mais qui sont des rééditions par la maison d'édition. En l'occurrence, pour Le Corbusier, c'est la maison Cassina, qui réédite aujourd'hui, enfin qui est depuis d'ailleurs un bail, depuis 1965, qui édite les mobiliers. Ce qui veut dire... on peut acheter aujourd'hui un fauteuil neuf. Quelqu'un peut s'équiper Bauhaus, Corbusier, sans... de 2020, Okay. 21, il n'y a pas de problème. Il choisit sa couleur, son cuir, et voilà, il achète un fauteuil. Okay. On voit la chaise longue, donc la chaise longue Le Corbusier, qui en fait a été vraiment designée par Charlotte Perriand, et qui est une chaise longue juste, mais formidable. C'est-à-dire qu'elle s'incline... à volonté. On peut passer vraiment d'une position semi-assise à une position complètement allongée sans aucun mécanisme. C'est juste de l'acier tubulaire, donc il y a une forme arrondie et qui vient glisser sur un support donc en acier et en caoutchouc. Et donc en fait, on règle ça comme on veut. Et c'est un cuir qui est tendu sur des lames en tissu un peu élastique, et avec un coussin, et la forme est juste incroyable. Donc en fait, c'est vraiment un meuble qui est iconique. Alors, elle existe en cuir noir, en cuir blanc, en cuir marron, en poulain. Voilà, il y a plein de possibilités. Okay. Mais juste, la ligne est magnifique. Alors au début, c'était vraiment que le LC2 qui a été créé. Donc c'est le fauteuil une place. Et quand Cassina a commencé à éditer la série, ils sont passés au canapé 2 places et 3 places. Il y a table aussi à manger. Enfin voilà, on trouve pas mal de trucs. Alors, privilégier les lignes sobres, voilà, et le choix de matériaux bruts, comme on vient un petit peu de le voir à chaque fois, ça fait aussi partie du concept Bauhaus. Donc en fait, on n'a pas de courbe, on n'a pas de décoration, d'arabesques et de choses comme ça. On est sur des lignes droites, on est sur des matériaux bruts. En général, on privilégie le blanc pour les murs,
Mais après, si on veut donner un peu plus de contraste, on peut partir aussi sur des murs noirs, on peut avoir du parquet, on peut avoir du marbre, on peut mettre du tapis pour rehausser un petit peu et donner de la chaleur. Quoi qu'il arrive, on peut avoir une grande liberté, mais on reste sur quelque chose de sobre. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser 5 matériaux différents, on ne va pas utiliser 10 couleurs différentes, on va vraiment rester sur des couleurs assez neutres, avec le mobilier qui vient habiller, donc soit en bois, soit en cuir marron, soit en blanc, et qui va lui apporter la touche. On peut avoir aussi des accessoires, mais l'esprit minimaliste, voilà, l'esprit minimaliste du Bauhaus, et vraiment la quête d'espace aussi, parce que c'est l'espace qui donne aussi ce côté agréable, en fait, d'avoir de l'espace, c'est aussi ça un peu l'esprit Bauhaus. Et donc ça passe, voilà, ça passe par le choix de matériaux bruts et assez neutres, et par les lignes vraiment sobres. Donc on voit par exemple, on peut très bien avoir un sol noir, mais par contre on va avoir des murs blancs et un mobilier blanc. Contraste. Du coup on va créer un contraste, mais on reste hyper sobre. Voilà. Pareil dans le mobilier, donc on peut avoir des mobiliers comme ça, très sobres, avec là par exemple on a une lampe. Donc en fait, ça c'est la lampe Kaiser Eidel, donc de Christian Dell. Pareil, matériaux hyper sobres, acier tubulaire. C'est vraiment, elle est réglable en fait. On peut la tourner, on peut tourner le haut, on peut tourner le pied, mais il y a 3 lignes dans la lampe et elle est juste iconique et elle est là pour pourquoi on a besoin d'elle en fait. Il n'y a pas d'autre. Mais en même temps, elle est hyper décorative, malgré le fait qu'elle ne soit pas hyper décorée. Elle est hyper décorative. Et c'est tout à fait l'esprit Bauhaus qu'on retrouve donc dans le mobilier, dans les objets. Alors on peut aussi, autre conseil, mettre des touches de couleur. Alors comme on a vu sur la photo précédente, il y avait un tableau un peu rouge. Là, on est sur un tableau de Mondrian. Mondrian n'a pas fait partie de l'école Bauhaus, mais il fait partie des premiers peintres abstraits, avec Kandinsky et Klee, qui eux faisaient partie, donc Kandinsky faisait partie de l'école Bauhaus. Et en fait... Le roi de l'équerre. Oui, le roi de l'équerre. Alors ça a l'air hyper simple comme ça. Moi, ça me fait envie de faire des tableaux en mettant des carrés, des rectangles et de mettre, plein de zéros zéros derrière. Etc. Mais en fait, il y a une lecture beaucoup plus complexe en fait, du travail de Mondrian qui ne se résume pas à juste faire des carrés de couleurs. En fait, c'est la réduction à l'état primaire de sa visualisation du monde. Et en fait, chaque tableau est en fait une partie de son œuvre plus globale. Alors ça s'est encore plus marqué une fois qu'il est parti à New York. Mais en fait, il y a une lecture beaucoup plus complexe, si tant est qu'on veut bien accepter de voir la difficulté qu'il y a et justement de passer au-delà de la simplicité première de l'œuvre. Alors, ce qui est bien avec Mondrian, c'est qu'il respecte complètement l'esprit du Bauhaus. Bien sûr. Ligne droite, couleur primaire et du fonctionnalité. Blanc, du noir et un peu de touche de couleur pour ressortir. C'est des couleurs primaires, donc le bleu, le rouge, le jaune. Et en fait, on a une fonctionnalité. Donc la peinture, c'est fait pour représenter le monde. Et bien lui, c'est sa manière de représenter le monde dans une simplicité et dans une simplification qui est tirée à son extrême. Et donc, en fait, en général, on met des touches de couleur et on peut s'inspirer, et beaucoup le font, de l'œuvre de Mondrian pour avoir des intérieurs avec des touches de couleur. Donc, par exemple, là, on voit le fauteuil, la chaise longue de Le Corbusier, avec une photo de Le Corbusier, d'ailleurs, sur le mur, et une bibliothèque avec du bleu, du jaune, du rouge, donc les couleurs primaires, qui sont intégrées dans une pièce de mobilier. Voilà. On peut avoir aussi des pièces entières qui sont faites avec ces couleurs-là. Donc là, par exemple, une petite salle de bain. Donc ça reste quand même sur des pièces à part de la maison. Ouais. Alors on peut tirer le trait et faire ça dans son salon ou dans une chambre et avoir une tête de lit qui soit vraiment avec ces couleurs. Donc il y a vraiment plein de possibilités. Mais la couleur, c'est pas l'ennemi du Bauhaus. Il faut juste l'utiliser par petites touches. Et il faut surtout faire utilisation des couleurs primaires. Donc ça, c'est important. Et voilà, si on marie avec vraiment quelque chose d'épuré et de sobre et des lignes droites, il n'y a pas de problème. Si on aime la couleur, on peut y aller et faire son intérieur Bauhaus avec. Alors, autre conseil maintenant, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est décloisonner les espaces.
Donc l'idée, c'est d'ouvrir au maximum pour donner de l'espace. Donc quand on a des petits appartements, il faut essayer d'ouvrir au maximum. Donc cuisine ouverte, salle de bain qui enchaîne avec le salon. Essayez d'avoir au maximum le plus d'espace, même qui s'enchaîne, mais de manière non cloisonnée ou non complètement cloisonnée, pour avoir justement un effet de perspective et d'avoir une vue qui soit la plus lointaine possible pour donner ce sentiment d'espace. Donc ça, c'est un peu intéressant. Et quand on a par exemple une maison avec étage, on peut ouvrir la mezzanine ou avoir un étage partiel pour essayer de créer une double hauteur sur un niveau. Donc ça reste toujours très intéressant. Donc là, par exemple, on voit qu'on est, par exemple, côté cuisine, on a un espace salle à manger qui s'enchaîne avec un espace salon et on voit au fond un espace bureau et on s'imagine là-bas, au fond, l'espace chambre. Et tout ça donne sur un espace qui est très lumineux. Alors c'est sûr, pas tout le monde peut avoir une super villa. Oui, il ne faut pas avoir 200 000. Mais ça explique l'idée d'ouvrir et de décloisonner au maximum. Donc là, c'est pareil, on est dans une chambre, donc on peut avoir une chambre qui soit peut-être avec une cloison coulissante, donc on peut fermer pour garder son intimité, mais si on ouvre, on va peut-être retrouver une perspective sur l'ensemble de la maison et avoir ce sentiment d'espace quand on n'est pas en train d'utiliser la chambre et qu'on a du coup moins besoin d'intimité. Donc ça, c'est aussi un des éléments vraiment primordiaux et assez recherchés du Bauhaus. Et aussi, ça permet, quand on décloisonne, d'apporter la lumière naturelle. Et la lumière naturelle, c'est une grande part aussi du Bauhaus. Alors c'est vrai qu'on avait vu à Tel Aviv que les habitations, elles avaient des petites ouvertures, etc. Et ça, c'est pour répondre aux besoins. Voilà, c'est pour répondre aux besoins de protection de la chaleur et tout. Mais au maximum, quand on a la possibilité de le faire, il faut ouvrir et avoir de la lumière naturelle. Et ça apporte tout de suite. Donc on peut mettre aussi de la végétation, donc lumière naturelle. La végétation, elle aime ça. Et donc, ça permet aussi d'apporter un peu de chaleur dans son habitat. Donc là, on voit la chaise de Le Corbusier en version poulain. Là, c'est pareil. On a toujours ce côté, donc vraiment lumière naturelle. On peut avoir, si on n'a pas la possibilité d'avoir une fenêtre avec un vitrage transparent, parce qu'on a un vis-à-vis ou quelque chose comme ça, alors on peut peut-être passer avec du pavé de verre. Et ça respecte tout à fait l'esprit du Bauhaus, lumière naturelle, en même temps des lignes droites, des matériaux un petit peu bruts. Et on est dans une composition là qui est tout à fait classique Bauhaus. Là, on a pareil, donc on a cette touche de couleur, on a des matériaux bruts. Et on a cette composition donc, de salle à manger qui est ouverte sur la cuisine, ouverte sur l'espace salon. Et on sent cet apport de lumière naturelle qui est vraiment important. Et malgré le fait qu'on soit avec des couleurs un petit peu sombres, puisque là, on a carrément un plafond en béton brut, donc qui apporte quand même une luminosité, on va dire, un petit peu... c'est pas du blanc, quoi, donc ça amène une touche un petit peu plus sombre, qui est en plus en contraste avec un mur noir. Et on vient apporter en plus du mobilier noir, mais comme on a cette lumière naturelle qui est hyper importante, et du coup, on n'a pas du tout l'impression qu'on est dans un environnement sombre. Et on a ces matériaux bruts avec l'inox de la cuisine, etc., qui reprend tout à fait l'esprit Bauhaus. On est vraiment dans des lignes droites. En fait, c'est des codes, on peut les adapter. C'est des codes et on adapte. D'ailleurs, le mobilier qui est présenté, par exemple, sur cette photo, c'est du mobilier qui est relativement moderne. Donc, la table, par exemple, c'est une table qui date de 2015. Donc là, on est hyper... Mais ça reprend tout à fait les codes du Bauhaus. C'est une table, elle est hyper simple dans son design. En même temps, elle est très fonctionnelle avec un pied central, donc tout le monde peut s'asseoir autour. Elle est pratique, elle est dans des matériaux bruts, puisqu'en l'occurrence, c'est du métal... comme de la fonte, donc c'est du métal qui est un petit peu frappé, et avec un plateau en verre qui est recouvert d'une poudre de métal. Donc c'est à la fois... c'est simple, brut, pas de fioritures, pas d'ornement, rien de ça répond rien de trop. Tout à fait à l'utilisation qu'on a besoin d'en faire. En plus, en l'occurrence, ça va à l'extérieur. Et pourtant, c'est une table qui est hyper moderne, mais qui est totalement dans l'esprit. Les chaises, c'est pareil, c'est des chaises Ems, Charles Ray Ems,
Donc ça, c'est la Wireshark en bikini. Donc ça ressemble un petit peu à un bikini, l'habillage en cuir qu'ils ont fait. Et en fait, c'est une chaise qui date de 1951. Donc on n'est pas dans l'époque Bauhaus, on est un peu après. Mais c'est totalement du mobilier qui est inspiré par l'esprit Bauhaus. Matériaux bruts, confort d'assise, penser à la facilité de production, donc sur voilà, des matériaux qui sont assez faciles. Il n'y a pas de complexité dans la fabrication de la chaise. Et c'est une chaise qui a été une inspiration pour une autre chaise que tout le monde connaît, qui est la chaise Diamond d'un designer qui s'appelle Bertoia, qu'on voit partout, qui s'utilise aussi à l'extérieur. Et c'est pareil, c'est du métal comme ça, quadrillé, qui est moulé, avec une assise en cuir. On ne peut pas demander plus simple, tout simplement, hyper léger, hyper fonctionnel, ça ne se casse pas. On peut l'emporter dehors, dedans, ça marie avec tous les styles. Il y a en noir, il y a en blanc, il y a en chrome, voilà, il y a des cuirs de toutes les couleurs. On peut faire vraiment ce qu'on veut. Et Bertoia l'a fait ça en 52, donc on est vraiment dans la même époque. Et on a aussi effectivement d'autres designers. Alors là, on est vraiment aussi dans un esprit Bauhaus. Donc ça, c'est la cité universitaire d'Antony. Donc ça, c'est une cellule qui a été reconstituée dans la cité universitaire d'Antony. On a des murs en béton. Oui, cellule à Paris. Quand tu dis une cellule, oui, bah, en fait, ça ressemble à une cellule de prison. Ça ressemble à une cellule de prison. Mais en fait, quand on est un étudiant en CTU, on habite dans une cellule. On est un peu, voilà. Mais bon, la cellule, elle claque. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Franchement, ça donne envie. Mais c'est réduit à son strict minimum, parce que les étudiants n'étaient pas censés payer à l'époque. Ils avaient leur logement qui était inclus dans les frais de scolarité. Ouais. Et donc, il fallait meubler. Il fallait meubler en série et il fallait meubler beaucoup. Donc là, c'est Jean Prouvé qui a meublé. Donc là, la cité universitaire d'Antony, c'est 1955. Et donc, on a la chaise qui est très connue. On a eu des reproductions, même encore aujourd'hui, à Tire-Larigot de cette chaise. C'est une chaise en bois et en métal qui est hyper simple, hyper robuste. Et en fait, tout le reste du mobilier, ça a été pas fabriqué spécialement pour la cité universitaire d'Antony, mais pour d'autres cités U qu'a designé Jean Prouvé, et du Nancy et Aix, quelques années auparavant. Et en fait, on a la réutilisation de ce mobilier. On a le bureau, on a la lampe, on a la chaise, on a le lit, on a la bibliothèque. Et en fait, on voit que c'est vraiment du mobilier qui reprend les codes du Bauhaus à 100%. Et on est en plein dedans, quoi, en plein dans la fonctionnalité et en même temps dans un design qui est super intemporel. Et on pourrait, alors effectivement, les murs en béton brut, le plafond en béton brut, ça fait peut-être un petit peu, le sol aussi, un petit peu dur, mais on peut très bien avoir ce mobilier-là dans une chambre d'ado avec des murs qui soient un peu moins froids et ça passe tout à fait, quoi. Et à la fois dans le design et à la fois dans l'utilisation et dans l'esthétique, on est bon, quoi. Donc voilà, Jean Prouvé, un autre grand designer. Alors je voulais aussi finir sur quelques pièces un petit peu iconiques du Bauhaus. Donc ça, c'est un fauteuil, donc couleur jaune, hein, on est sur les couleurs primaires. C'est un fauteuil de Walter Gropius qui a été créé en 1920, édité par Tecta, et c'est le fauteuil F51. Donc pareil, fonction, ligne droite, confort, et voilà, c'est une pièce vraiment majeure du Bauhaus. Les tables gigognes, donc ça c'est vraiment le truc de base, mais c'est hyper fonctionnel. Encore une fois, les couleurs primaires, on a du blanc, on a du jaune, du rouge, du bleu, des matériaux bruts, donc là en l'occurrence du bois laqué et rien d'autre. Donc voilà. Donc ça c'est Joseph Albers, création en 1926, édité par Vitra. Vitra c'est un éditeur qui édite beaucoup de pièces de design du Bauhaus. On a cette théière, donc vraiment forme hyper simple, géométrique, donc voilà, demi-sphère, cercle, mais vraiment très très simple. Donc Marianne Brandt, 1924. Là, pareil, couleur primaire, jaune, rouge. C'est un berceau. Ah, pardon. Ouais, c'est un berceau qui se bascule. Ah, ok. Moi, je voyais un porte-revue pour mettre mes magazines, en fait. Ouais, alors on n'a pas le rapport d'échelle, mais effectivement, non, c'est un berceau pour enfants de Peter Keller, création en 1922, édité par Tecta.
Tapis. Tapis. Donc tapis géométrique, pareil, couleur primaire, on a du bleu, on a du rouge, blanc et noir. Donc voilà, couleur géométrique, assez simple. Donc ça, c'est des tapis de Dany Albers qu'elle a créé en 1925. Et puis, voilà, pour finir, la lampe. La lampe, pareil, métal, tubulaire. Vraiment un design hyper simple, épuré. Donc c'est la lampe Candem de Marianne Brandt, année 1928. Éditeur Candem. Alors, tous ces objets-là, ils nous paraissent évidents, mais il faut se mettre en tête que c'était des révolutions quand ça a été créé il y a 90 ou 100 ans. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça nous paraît vraiment des objets un petit peu basiques. Et, on les voit partout. On les voit partout, mais en fait, c'est des utilisations de matériaux qui, dans les années 20, sont pas des matériaux qui sont utilisés de manière courante dans la décoration et l'aménagement de l'habitat. C'est-à-dire que ce sont des matériaux industriels, le métal, le verre, le chrome, le bois un peu brut. Ce sont pas des matériaux qui sont considérés comme nobles en fait à l'époque. Et on restait sur le bois, c'est ça, pour tout ce qui est... Oui, tout ce qui est travail du bois, travail de la maroquinerie. Alors même si on a effectivement le cuir qui est beaucoup utilisé dans le mobilier, parce que bon, il faut faire des assises, etc. Et que ça reste le cuir, bon, un matériau quand même qui est robuste. Et à l'époque, il n'y avait pas tous les tissus polyester et autres qu'on peut utiliser aujourd'hui. Donc c'était le textile était assez limité dans des tissus naturels. Donc en fait, le cuir, c'est ce qui est resté quand même le plus robuste. Mais en fait, donc c'était un des matériaux nobles, mais qui était utilisé là dans son plus simple appareil. Quand on voit le fauteuil de Kandinsky avec les lames de cuir comme ça, bon, aujourd'hui, on trouve ça très beau, mais à l'époque, c'était hyper simplifié. Et donc, en fait, ça faisait pas assez chiche, ça faisait pas assez riche. Et donc, en fait, ce qui faisait pas assez riche était pas considéré. Voilà. Et donc, ça a changé, en fait, un petit peu après-guerre, parce que, justement, moins cette recherche du superflu, comme j'ai dit tout à l'heure, et plus cette recherche, finalement, d'avoir quelque chose, voilà, de fonctionnel, et en même temps d'esthétique, et en même temps de confortable, et en même temps d'agréable, et en même temps d'accessible. Voilà. Parce que ça restait quand même... Alors, aujourd'hui aussi, ça reste quand même accessible. Le fauteuil, il ne vaut pas 10 000 €. Bon, aussi, il y en a peut-être qui... Ouais. Mais voilà, ça reste quand même... C'est pour ça que je dis qu'il faut se concentrer. Après, on n'est pas obligé de prendre que des pièces emblématiques. On peut prendre une pièce emblématique, ça va tout de suite amener son petit effet, voilà, aménager ça, avoir une chaise longue dans son salon ou un beau fauteuil ou quelque chose comme ça. Peut-être partir sur des petits objets, une lampe. Il y a plein de petits objets que bon, je ne peux pas tout montrer, mais voilà, des cendriers ou des dessous de plat ou des choses comme ça, qui sont totalement dans l'esprit Bauhaus, peut-être avec des couleurs primaires et tout, et qui en même temps vont tout à fait faire le job. Mais le Bauhaus, c'est aussi un esprit. C'est aussi une mise en place, c'est aussi une recherche d'espace, de lumière, voilà, de côté épuré et sans chichi, quoi. Des belles formes. Et c'est tout. Voilà. Et si on commençait par simplifier la vie. Exactement. Bravo. C'est voilà. le slogan. Donc, si vous avez des photos de vos intérieurs Bauhaus, eh ben, on serait ravis de les recevoir. Envoyez-nous sur la page Tandem. Et peut-être on les publiera, on les montrera dans une prochaine chronique relative au Bauhaus, si vous avez fait des beaux aménagements chez vous. Merci Chloé, super chronique. Merci à toi et à très bientôt.